Une aube glaciale de janvier 1931. James Stark, l'intendant du domaine, effectuait sa ronde sur la propriété. Le brouillard géorgien voilait le green de golf, étouffant les sons et estompant les contours. Il distingua alors une automobile stationnée de manière inattendue. Il crut d'abord à la voiture d'un professeur d'Emory, autorisé à traverser le domaine. Mais en s'approchant, un frisson le saisit, sans rapport avec le froid. À l'intérieur gisaient deux corps sans vie, un jeune homme et une jeune femme, abattus par des tirs. La main de l'homme reposait près d'un pistolet à crosse d'ivoire. Il savait cette arme appartenir à son employeur, l'excentrique millionnaire propriétaire du domaine de 42 acres. Le revolver était la propriété d'Asa Candler Jr., héritier de la fortune Coca-Cola. La somptueuse demeure, visible derrière la brume, ne se déferait jamais de l'ombre de ce drame. Pour comprendre comment la mort avait élu domicile en ce lieu de faste, il fallait remonter le temps, bien avant cet instant macabre. Il fallait explorer la Géorgie profonde, où un jeune Asa Griggs Candler comprit tôt que l'audace menait au succès. L'histoire de Briarcliff ne naquit pas dans des salons de marbre, mais dans l'officine d'un modeste pharmacien et d'un singulier sirop brun qui allait bouleverser le monde. Né à Villarica, Géorgie, en 1851, Asa Griggs Candler Sr. était le fils d'un commerçant et propriétaire terrien aisé. Son enfance, entre coton et banc d'église, fut façonnée par le labeur acharné et la foi méthodiste. Jeune homme, il aspirait à la médecine, non à un empire. Il devint pharmacien et s'installa à Atlanta en 1873, y ouvrant son établissement dans une cité encore marquée par les cicatrices de la guerre de sécession. Pendant près de 15 ans, Candler prospéra grâce à une entreprise réputée de remèdes brevetés. En 1888, le destin frappa. Le pharmacien John Stice Pemberton se présenta avec une offre singulière. Pemberton avait conçu un tonique sucré et effervescent, le Coca-Cola. Malade et en grave difficulté financière, il devait céder le fruit de son ingéniosité. Pour la somme, dit-on, de seulement $2300, Asa Candler Sr. acquit la formule. Une acquisition qui allait propulser sa lignée parmi les plus fortunés d'Amérique. Dans ce liquide brun pétillant, Candler ne vit pas un simple breuvage, mais une magie encapsulée. Il se dévoua corps et âme à sa promotion, avec l'ardeur d'un prédicateur. Il distribua généreusement des échantillons gratuits, fit apposer le nom de Coca-Cola sur tous les supports imaginables, des calendriers aux horloges, et exigea de ses vendeurs qu'ils propagent l'évangile désaltérant aux quatre coins de la nation. Dès 1895, 7 ans seulement après l'acquisition de la formule, la Coca-Cola était commercialisée dans chacun des États et territoires de l'Union américaine. Asa Candler père était devenu un multimillionnaire, sa fortune se comptant en sommes colossales. Son empire ne se limita pas aux boissons. Il s'étendit à la banque et à l'immobilier, concrétisé par l'érection de l'emblématique Candler Building de 17 étages au cœur d'Atlanta, dominant la ville dès son inauguration en 1906. Il transforma également les abords d'Atlanta, donnant naissance au quartier de Druid Hills, où marais et forêts cédèrent la place à des adresses des plus prisées du Sud. Des millions furent offerts pour fonder l'université Emory. En 1916, il accéda à la fonction de maire d'Atlanta, guidant la cité à travers le grand incendie de 1917, un brasier qui dévora plus de 1500 habitations. Cependant, tandis qu'Asa père érigeait son empire tentaculaire, son second fils traçait une voie bien différente, forgeant une réputation d'une toute autre trempe. Né en 1880, Asa Griggs Candler fils était le deuxième de 5 enfants et portait le prénom de son père à la renommée grandissante. Dès ses premiers pas, une singularité marquait ce garçon que tous surnommaient Buddy.
Là où son aîné, Charles Howard, excellait par son sérieux et sa diligence, Buddy affichait une nature indocile et effrénée. Il peinait à l'école, l'Église ne parvenait à contenir son agitation, et il semblait incapable de se plier au règlement. Des observateurs contemporains ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu être diagnostiqué avec un trouble de déficit de l'attention s'il avait grandi à notre époque. Ses parents, désemparés, ne savaient comment gérer son tempérament. En 1888, l'année même où son père acquérait la formule de Coca-Cola, Buddy, 8 ans, fut éloigné du foyer. Ses parents l'inscrivirent à l'école de sa tante Florence, à Cartersville, en Géorgie, à une 50aine de miles de la maison familiale. Cet établissement exclusivement féminin témoignait du désespoir parental à trouver une institution pour lui. Sa tante et son oncle s'efforcèrent de le ramener sur le droit chemin. Mais Buddy resta Buddy. Charmant et débordant d'énergie, il était incapable de maintenir son attention sur ce qui ne le captivait pas. Lorsqu'il finit par intégrer l'Emory College, emboîtant le pas à son frère aîné, Buddy ne s'illustra guère par ses prouesses académiques. Parmi ses camarades de promotion figurait Albin Barclay, le futur vice-président des États-Unis. Mais l'attrait de l'industrie automobile naissante l'emportait largement sur son dévouement aux études. Les automobiles le fascinaient. Elles incarnaient à ses yeux la vitesse, la liberté et l'avenir. Après ses études, son père l'envoya vers l'Ouest, espérant que la fondation d'usines d'embouteillage de Coca-Cola le ferait mûrir. Mais en vain. Buddy s'investissait avec ferveur dans ses passions, mais son esprit insaisissable peinait à se fixer, divagant. En 1905, Buddy épousa Helen McGill, fille ravissante d'un éditeur géorgien. Helen incarnait la haute société d'Atlanta, cultivée, gracieuse, très active au sein des Filles unies de la Confédération, du Club des femmes d'Atlanta et du Club des beaux-arts. Les journaux louaient ses toilettes raffinées et son goût impeccable. Un temps, Buddy sembla s'assagir. Le destin frappa cruellement. Leur enfant en bas âge périt. Quelque chose se brisa irrémédiablement en Buddy. Il se jeta dans le travail avec une énergie quasi démente, multipliant les projets ambitieux pour fuir le chagrin par l'action. En 1909, Buddy lança son projet le plus audacieux, l'Atlanta Speedway. Obsédé par la course automobile, il fit construire un circuit de 2 miles, le plus beau du Sud. Durant 2 ans, la piste de vitesse attira les regards nationaux sur Atlanta. Des célébrités du sport mécanique y affluèrent. Buddy s'y illustra en pilote amateur. Mais le circuit ne fut jamais rentable. En 1911, 2 ans seulement après son inauguration, l'Atlanta Speedway ferma. Le terrain ne fut pas perdu. Il devint Candler Field, une piste d'aviation qui deviendrait l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Buddy avait, par un hasard inouï, contribué à la création de l'un des aéroports les plus actifs au monde. En 1910, alors que l'Atlanta Speedway était encore en activité, Buddy prit une décision marquante. Il acquit une ferme vétuste de 42 acres sur Williams Mill Road, juste au nord du domaine de son frère Charles, Callenwolde. Baptisée Briarcliff Farm, la propriété fut d'abord purement agricole. Il se lança dans l'agriculture avec la même passion que la course. Il y éleva vaches, moutons, porcs et poulets, vendant viande et produits agricoles aux commerçants locaux. Sa laiterie devint célèbre par ses innovations. Éclairage électrique, ventilateur dans les étables et abreuvoir individuel pour les bovins. Durant la Première Guerre mondiale, Briarcliff Farm fournit du lait à Fort Gordon. Les experts agricoles louèrent sa propreté et son efficacité. Mais l'agriculture ne suffisait pas à Buddy Campbell. En voyant la fortune grandissante de son père et les majestueuses résidences de ses frères et sœurs à Druid Hills, une ambition nouvelle naquit en lui. Non une simple ferme, mais une véritable citadelle de grandeur.
1916 fut un tournant. Nommé maire d'Atlanta, Asa père, pour éviter tout conflit d'intérêts, distribua par anticipation son héritage. Il confia la direction de la Coca-Cola Company et des parts valant des millions de dollars à ses 5 enfants. La tradition veut que Buddy ait reçu la plus modeste des parts, son père ayant déduit jusqu'à 100 000 dollars de dettes. Mais même la plus petite fraction d'une telle fortune restait considérable. 3 ans plus tard, en 1919, les héritiers Candler vendirent Coca-Cola à un groupe mené par Ernest Woodruff pour 25 millions de dollars, l'équivalent de plus de 300 millions aujourd'hui. Asa père, disait-on, fut soit furieux, soit compréhensif face à leur désir d'indépendance. Buddy, désormais immensément riche et réputé peu modéré, n'allait pas gérer cette fortune avec circonspection. Avec cette fortune, Buddy se concentra sur la ferme de Briarcliff. Son projet, plus qu'une maison, un manifeste, prouvant à tous, et surtout à son frère aîné jugé plus respectable, qu'Asa Candler Jr. était une figure incontournable. Les travaux débutèrent en 1920. Buddy engagea C.E. Fraser et Dan Bowden pour concevoir une résidence néo-géorgienne qui éclipserait celle de son père et le Callenwald de son frère Charles. Achevé en 1922, Briarcliff comptait plus de 40 pièces. 7 chambres, 10 salles de bain, des vérandas, une bibliothèque aux boiseries sculptées à la main et une salle de bal au 3e étage dont les plafonds de 4,20 mètres étaient rehaussés de feuilles d'or. Le coût fut colossal. Les journaux rapportèrent 30 000 dollars rien que pour le carrelage. Buddy exigeait les matériaux les plus nobles, les artisans les plus talentueux et les finitions les plus complexes. Chaque chambre devait avoir une cheminée en marbre sculpté, des plafonds à caissons et des moulures d'une finesse exquise. Son imagination débordante concevait des jardins étagés et des serres foisonnant de spécimens végétaux rares venus d'ailleurs. Non content d'une seule piscine, il en exigeait 2. L'une destinée à l'intimité familiale, l'autre qu'il destinerait plus tard au grand public, agrémentée d'un kiosque Coca-Cola et de parterres aménagés pour évoquer l'ambiance d'une villégiature de luxe. Pourtant, la seule ostentation ne suffisait pas à combler Buddy. Au-delà du faste, il convoitait l'émerveillement, le stupéfiant. Ainsi, en 1925, à peine 3 années après l'achèvement de la résidence, Buddy commanda une extension monumentale. Il fit ériger une salle de musique s'élevant sur 3 niveaux, dotée d'un plafond voûté de style Tudor et de murs parés de panneaux de chêne richement sculptés. Un foyer en pierre calcaire de 9 pieds de hauteur trônait majestueusement à une extrémité. Mais la pièce maîtresse, l'apogée de l'extravagance de Buddy, résidait en un orgue à tuyaux à éoliane si démesuré qu'il pouvait rivaliser avec ceux des cathédrales. Cette merveille instrumentale coûta 94 000 dollars. Avec ses 88 jeux et 187 registres, il s'imposait comme le plus grand orgue privé de toute la Géorgie. Bien que son père et son frère Charles possédaient déjà des orgues à éoliane, celui de Buddy les surpassait en magnificence et en taille. La salle, baptisée The Ovies Hall, servait d'écrin à des concerts retransmis par la station de radio WSB. Cependant, la salle de musique ne marquait que le prélude de la métamorphose de Briarcliff, que la presse allait bientôt surnommer les 40 acres de féerie. Buddy y fit ériger des quartiers pour le personnel, une remise pour les voitures dotées d'appartements pour ses employés. Des cours de tennis virent le jour, ainsi qu'un parcours de golf agrémenté d'un putting green. Des écuries pour les chevaux et des chenils pour les chiens furent ajoutés. Les jardins, aménagés en terrasses, furent parsemés de fontaines, de statues et de plantes exotiques issues des 4 coins du globe. Et puis, comme si toute cette débauche n'était pas encore suffisante, Buddy décréta que son domaine nécessitait impérativement un zoo privé. La ménagerie de Briarcliff acquit rapidement un statut légendaire.
Buddy fit venir des animaux du monde entier, n'hésitant pas, dit-on, à les acquérir auprès d'un cirque européen en difficulté qu'il aurait croisé lors de ses pérégrinations. La collection était proprement stupéfiante. 4 éléphants, que Buddy avait baptisés Coca, Cola, Refreshing et Delicious, en constituaient l'un des fleurons. Un tigre du Bengale, une panthère noire, des lions, des ours et une myriade d'oiseaux exotiques peuplaient également les lieux. Un gorille y côtoyait un babouin, ce dernier étant appelé à causer prochainement de sérieux tracas à Buddy. En 1935, le babouin parvint à s'échapper de son enclos. Il se dirigea vers une propriété voisine, où il tomba nez à nez avec une femme, terrorisée, on s'en doute. L'animal la mordit, et dans un détail croustillant que la presse ne manqua pas de relayer avec délice, lui déroba son sac à main avant de dévorer $60 en espèces. Suite à l'attaque de son primate, Buddy fut condamné à verser $10 000 à la femme, l'équivalent de près de $225 000 actuels. Les plaintes du voisinage contre les nuisances de la ménagerie étaient incessantes. Cet incident fut la goutte d'eau, forçant Buddy à démanteler son zoo personnel. Il céda toutes ses bêtes avec une dotation au Grand Park Zoo, futur Zoo Atlanta. Avant cette fin d'ère zoologique et les drames futurs, Briarcliff était l'épicentre mondain d'Atlanta. Les réceptions de Buddy et Helen Candler étaient légendaires, attirant politiques, que Buddy orientait, célébrités, écrivains et artistes. Des commentateurs soulignèrent ses étonnantes ressemblances avec Jay Gatsby. Tel le personnage de F. Scott Fitzgerald, Buddy donnait de fastueux banquets, affichait un luxe ostentatoire et poursuivait un idéal insaisissable. Son fils aîné, John, confessa avoir mené à Briarcliff une vie digne de Gatsby. Cette analogie était frappante. Comme Gatsby, Buddy, parvenu, cherchait à s'affirmer en érigeant un emblème à son désir. Et comme lui, il allait apprendre que ni l'or ni le champagne ne le protégeraient des chagrins irrévocables. Helen Cambler, hôtesse raffinée et soutien de Buddy, décéda en janvier 1927, à 40 ans. La presse salua son influence sociale et civique. Son oncle, l'évêque Warren Aiken Candler, présida ses obsèques à Westview, dans une concession que Buddy allait transformer et étendre avec ferveur. 9 mois plus tard, Buddy se remaria. Sa nouvelle épouse, Florence Adeline Stevenson, veuve de Lithonia, avait été sa secrétaire personnelle pendant 9 ans. La précipitation de cette union choqua la haute société. Mais Buddy, fidèle à lui-même, ignora les rumeurs. Avec Florence, Buddy se lança dans de nouvelles passions. Il avait toujours aimé la magie, l'illusion et ce qui défie la logique. Fin des années 920, cette fascination devint monomaniaque. Il collectionna un vaste répertoire d'accessoires magiques, avec la même intensité que pour les courses ou les créatures exotiques. Buddy amassa, dit-on, la plus extraordinaire collection privée de matériel de magie au monde, remplissant la salle de bal du 3e niveau d'accessoires sophistiqués. Sa dévotion à l'illusion prit un tour funeste, quand, lors d'un périple aux Philippines, il rencontra José Cruz, un jeune prestidigitateur au talent insolent. Impressionné par sa dextérité, son charisme et son ambition, Buddy, captivé, lui proposa de l'accompagner à Atlanta pour s'établir à Briarcliff comme précepteur en arts magiques et majordome. José accepta immédiatement. En avril 1925, le prestidigitateur philippin, âgé de 24 ans, accosta à San Francisco à bord du paquebot President Taft, avec son frère cadet Philémon et un 3e homme. Ils rejoignirent Atlanta et s'installèrent dans un appartement au-dessus du garage de la vaste propriété de Briarcliff. Au fil des ans, José devint central au manoir. Il initia Buddy à de nouveaux tours, organisa les légendaires soirées de magie et participa au grandiose spectacle que Buddy offrait à l'aristocratie d'Atlanta. La salle de bal du 3e étage fut transformée en une véritable scène,
orné d'une porte dérobée, probablement pour les numéros de disparition. Buddy utilisait son avion personnel pour faire venir des magiciens de renom, tels Harry Blackstone, célèbre illusionniste. Il se targuait même d'une amitié étroite avec Harry Houdini, sans que les archives ne confirment la venue du maître à Briarcliff. Il est avéré cependant que Houdini dirigeait son quartier général depuis le Candler Building à New York, un édifice dont Buddy participait à la gestion, rendant probable de multiples croisements de leurs chemins. Ces réceptions féeriques devinrent vite le sujet de conversation d'Atlanta. La haute société se pressait dans la salle de bal de Buddy, contemplant des illusions défiant la logique, présentées devant des parois de feuilles d'or, leurs coupes de champagne miroitant tandis que l'inimaginable prenait vie. Pendant quelques années, Briarcliff fut un lieu où la réalité semblait négociable, où les désirs d'un homme fortuné pouvaient faire surgir des éléphants ou disparaître des objets. José Cruz portait cependant ses propres mystères. Dans les mois précédant la funeste matinée de janvier 1931, José noua une relation avec Gladys Fricks. Fille du terroir, cette liaison inquiétait sa famille. Certains récits murmurent une désapprobation liée à ses origines, d'autres, des préoccupations plus sombres. Les proches de Gladys confirmèrent qu'elle semblait comblée auprès de José, recherchant activement sa présence et l'ayant volontairement accompagné le soir du 17 janvier. Le déroulement des événements des heures suivantes demeure un sujet de conjecture. Le couple s'était aventuré ce samedi soir-là, savourant la compagnie de l'autre. À un moment donné de la nuit, ils prirent la route vers la bordure sud du domaine de Briarcliff, non loin du green d'entraînement où Buddy perfectionnait son swing de golf. Là, dans la pénombre sereine de la vaste propriété, un drame effroyable se déroula. Lorsque James Stark découvrit le véhicule au matin, José Cruz gisait, affalé au poste de conduite, une plaie par balle à la tempe. Gladys Fricks reposait sur ses genoux, fauchée par un projectile logé dans l'abdomen. Un message fut retrouvé dans l'habitacle, suggérant un double suicide par amour contrarié. Les enquêteurs ne tardèrent pas à relever des anomalies troublantes. La note, bien qu'en apparence rédigée par une main féminine, présentait une écriture correspondant à celle de José. Une seule douille fut découverte sur le tapis de sol, pour 2 vies perdues. L'arme, un pistolet à crosse d'ivoire, s'avéra la propriété d'Asa Candler Jr. Un jury d'enquête fut réuni l'après-midi même. Après examen des preuves, leur décision contredit la thèse du suicide exposée dans la note. José Cruz, conclurent-ils, avait assassiné Gladys Fricks avant de se donner la mort. Elle lui avait fait confiance, l'avait suivi de son plein gré et trahi cette fois irrévocablement. L'entrepreneur de pompes funèbres exposa l'instrument du crime. Les reporters immortalisèrent le pistolet à crosse d'ivoire et le poignard à manche de nacre, également découvert dans le véhicule. Cette affaire fit les gros titres à travers Atlanta, et Briarcliff devint tristement célèbre, non plus pour ses festivités et ses éléphants. Buddy ne fut pas mis en cause dans ces tragédies. Rien n'indiqua qu'il sût que José s'était emparé de son arme. Les enquêteurs ne décelèrent aucune implication de sa part, au-delà de la propriété fâcheuse. Le scandale, cependant, souilla irrémédiablement tout. Les réjouissances féeriques cessèrent. La salle de bal tomba dans un silence pesant. Buddy, déjà très alcoolisé depuis le décès d'Hélène, s'isola davantage. Le somptueux manoir, jadis érigé pour la gaieté, amorça sa longue et inexorable descente dans l'obscurité. Les années 1930 se manifestèrent, tel un vent glacial balayant les pins de Géorgie. Le krach boursier d'octobre 1929 avait frappé, et même les familles opulentes comme les Candler en ressentirent les répercussions glaciales. Cette année-là, le décès de son père laissa une succession complexe, marquant le début du déclin de Buddy. L'ère dorée de la démesure touchait à sa fin. Ses penchants éthyliques devinrent manifestes, ses proches notant le tremblement de ses mains. Florence, sa seconde épouse,
s'épuisait à maintenir l'ordre, débordé par maris et domaines. Le zoo, cédé au parc Grande suite au scandale des babouins, était vide. Le matériel de prestidigitation prenait la poussière dans la salle de bal. Paradoxalement, la mort stimulait l'activité de Buddy. Durant plus de 20 années, à la tête du cimetière de Westview à Atlanta, il s'y plongea avec une ardeur obsessionnelle. Il supervisa la construction de l'un des plus vastes mausolées communautaires jamais vus. Il imagina des monuments complexes et traça des allées de jardins avec la même minutie qu'au parterre de Briarcliff. Son propre caveau funéraire à Westview devint un leitmotiv. Il en perfectionna la conception des années durant, jusqu'à dessiner l'aménagement paysager et l'emplacement de chaque arbuste. Celui qui avait voué sa vie à l'inédit préparait désormais sa sortie définitive. Vers la fin des années 1930, Buddy prit une décision inattendue. Il cessa de boire. Contre toute attente, Asa Candler Jr., que tous croyaient perdu dans l'alcool de sa demeure dorée, déposa la bouteille et resta abstinent jusqu'à sa mort. Cette tempérance ne put cependant pas sauver Briarcliff du déclin. La fortune, qui semblait inépuisable en 1919, s'épuisait. L'entretien du manoir, colossal, et ses entreprises, plus souvent des échecs que des succès, vidaient les caisses. Les dépenses d'un domaine de 42 acres atteignaient des sommets astronomiques. Au début des années 1940, l'inéluctable se concrétisait. Le château de Conte de Fées était devenu un fardeau. Ses vastes pièces résonnaient des pas d'un personnel réduit. Ses jardins redevenaient sauvages. Les piscines de renom brillaient toujours sous le soleil de Géorgie, mais les convives élégants avaient disparu. L'homme qui dirigeait éléphants et créait des chimères manquait d'artifice. Les années 1940, avec la guerre en Amérique, sonnèrent le glas pour Asa Candler Jr. et son domaine légendaire. Alors que de jeunes hommes combattaient en Europe et dans le Pacifique, l'héritier vieillissant de Coca-Cola voyait son monde s'effondrer. Les fastes d'antan s'étaient tus. Les spectacles de magie n'étaient qu'un lointain souvenir. Éléphants et lions avaient depuis longtemps rejoint de nouvelles cages au zoo de Grand Park. Seul demeurait un domaine de 42 acres, gouffre financier insatiable, et une demeure dont la majesté, jadis fierté, n'était plus qu'une amère dérision. En 1948, la vente devint inévitable. Asa Candler Jr., hôte des réceptions les plus somptueuses d'Atlanta, propriétaire de l'orgue privé le plus imposant de Géorgie et éleveur d'éléphants nommé d'après la boisson de son père, fut contraint de céder Briarcliff. L'acquéreur fut l'administration des services généraux, un organisme fédéral, désireux d'y établir une institution de santé pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Une symétrie poignante. La demeure édifiée pour la démesure se murait en asile pour ceux qui avaient offert leur vie. Buddy reçut, dit-on, une somme bien inférieure à la valeur réelle, ultime affront pour cet homme à la relation complexe avec l'argent. L'institution de santé ne vit cependant jamais le jour. Les plans s'enlisèrent, les budgets furent réalloués, et Briarcliff demeura vide, ses pièces majestueuses accumulant la poussière pendant que les bureaucrates en débattaient le destin. Buddy et Florence quittèrent la somptueuse résidence après plus de 2 décennies. Ils s'installèrent au penthouse du Briarcliff Hotel, édifice que Buddy avait lui-même fait construire en 1924. Situé au croisement des avenues Ponce de León et North Island, au cœur de Virginia Island à Atlanta, c'était un appartement confortable, mais loin d'être Briarcliff, le château sur la colline. Durant les 5 années suivantes, Buddy vécut dans ce penthouse, entre souvenirs et regrets. Il poursuivit son œuvre au cimetière de Westview, supervisant l'entretien des terrains et affinant la conception de son mausolée personnel. Ayant consacré des années à la planification de son dernier repos, il sentait l'approche de la fin, sa santé déclinant. L'homme toujours en mouvement, à la poursuite du prochain grand projet, ralentissait enfin. Le 11 janvier 1953,
Asa Griggs Candler Jr., âgé de 72 ans, s'éteignit d'un cancer du foie. Les journaux, qui avaient jadis relaté ses prouesses, éléphants, spectacles de magie et scandales, publièrent de courtes nécrologies. Un ami fut cité, affirmant que Buddy ne faisait jamais les choses à moitié. Peut-être la déclaration la plus véridique à son sujet. Un homme de gestes grandioses, de rêves impossibles, d'échecs spectaculaires et de triomphes occasionnels. Asa Candler Jr. fut inhumé au cimetière de Westview, dans le somptueux mausolée qu'il avait conçu, non loin de la sépulture de son épouse Hélène, décédée plus de 25 ans auparavant. Mais si Buddy Candler pensait que son histoire s'achevait avec sa mort, il se trompait lourdement. La vaste demeure qu'il avait érigée allait perdurer, se métamorphoser de façons imprévues, amassant mythes et spectres qui assureraient sa renommée bien après l'oubli de son nom. En 1953, année de la mort de Buddy, Briarcliff trouva une nouvelle vocation. Le domaine devint la Georgian Clinic, premier centre de désintoxication pour l'alcoolisme en Géorgie. L'ironie du destin était frappante. Bâtie par un homme ayant lutté la majeure partie de sa vie adulte contre l'alcool, la résidence se consacrait désormais à en délivrer d'autres. Les vastes salons, jadis lieux de festivités arrosées, furent réaménagés en espaces thérapeutiques. Les élégants jardins en terrasse, autrefois foulés par la haute société, accueillirent les premiers cheminements vers la sobriété des patients. La Georgian Clinic continua d'opérer à Briarcliff plusieurs années, ses piscines restant accessibles. Les patients les utilisaient pour leur traitement, nageant dans les mêmes bassins où, lors des fêtes de Buddy, stars de cinéma et dignitaires politiques s'étaient divertis. Cependant, vers la fin des années 1950, d'implacables restrictions budgétaires entraînèrent la fermeture de ces installations aquatiques. Elles furent vidées, recouvertes, puis tombèrent dans l'oubli, simple vestige d'une ère révolue. Le centre de lutte contre les dépendances perdura, devenant le DeKalb County Addiction Center. En 1965, Briarcliff connut sa métamorphose la plus spectaculaire. L'État de Géorgie décida d'y implanter le Georgia Mental Health Institute, et les constructions qui suivirent altérèrent à jamais l'âme du domaine. Une tour colossale de plusieurs étages défigura le paysage. Sa modernité austère contrastait brutalement avec l'élégance géorgienne de la demeure de Buddy. Cette tour fut flanquée de pavillons plus modestes, disposés en demi-cercle autour du bâtiment principal. Ces pavillons logeaient les patients et étaient reliés à l'hôpital central par un réseau qui allait, des décennies durant, alimenter de sombres légendes, des tunnels souterrains. Pratique, ces passages permettaient au personnel de transférer les patients d'un édifice à l'autre, par tous les temps, offrant une voie sécurisée, soustrayant au regard public ceux dont l'esprit était altéré. Qu'ils aient été d'une utilité incontestable ou non, ces souterrains ne manquèrent jamais de frapper l'imagination de quiconque en percevait l'existence. Galeries obscures, serpentant sous les fondations d'un manoir en décrépitude, reliant des pavillons emplis d'esprits tourmentés. Ces couloirs de béton s'étiraient sur des centaines de mètres, leur austère éclairage par ampoules nues projetant des ombres gigantesques sur les parois. Le personnel de nuit murmurait des récits d'échos insolites, résonnant à travers ces boyaux, de pas qui semblaient les talonner, de portes s'ouvrant d'elles-mêmes. Nul ne pouvait déterminer si ces phénomènes émanaient d'une imagination fébrile ou d'une réalité plus troublante. Ces passages devinrent le terreau fertile d'innombrables légendes. Pendant 32 années, de 1965 à 1997, l'Institut de santé mentale de Géorgie occupa le domaine de Briarcliff. La résidence d'origine fut intégralement intégrée à l'établissement, ses pièces jadis somptueuses, morcelées et réaffectées à des fins institutionnelles. Des cloisons surgirent, de faux plafonds masquèrent les fines ornementations de plâtre. Le linoléum recouvrit les parquets de bois précieux. Cette métamorphose, d'une brutalité totale, fut une déchirure pour quiconque se souvenait de la splendeur passée du manoir. La salle de musique, avec son plafond s'élevant sur 3 niveaux et son orgue majestueux, fut rebaptisée salle DOV,
dédié à divers usages thérapeutiques et administratifs. L'orgue fut démantelé avec le temps. Certains disent qu'il fut légué au collège wesleyan de Macon, en Géorgie. D'autres, qu'il fut cédé. À la fermeture, seule sa console persistait, vestige spectral des harmonies passées. Le salon de bal du 3e étage, théâtre des soirées de magie de Buddy et de sa collection d'accessoires d'illusion, fut transformé en dortoir pour le personnel infirmier. La porte dérobée, instrument de prestidigitation pour des disparitions spectaculaires, fut murée ou oubliée. Les cheminées de marbre sculptées s'emplirent de la poussière. Les murs dorés à la feuille d'or perdirent leur éclat, s'écaillèrent. Progressivement, la magnificence de Briarcliff s'estompa, ensevelie sous la peinture institutionnelle et la lumière crue des néons. Puis vint la dimension humaine des patients. Des milliers d'individus foulèrent l'Institut de santé mentale de Géorgie durant ces 3 décennies. Certains y cherchèrent un soulagement à la dépression ou à l'angoisse. D'autres y furent enfermés de force, séquestrés dans des chambres jadis emplies de joyeux tintements de champagne. Les souterrains, liens vitaux entre les édifices, furent les témoins silencieux d'innombrables pas, d'existences tissées de souffrance et de rétablissement, de déchéance et de guérison. Jadis lieu de valse mondaine, le manoir devint un hôpital, où infirmières enchaînaient d'interminables gardes et médecins prodiguaient des consultations dans les salons fastueux. L'écart entre ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu était frappant. L'institution prodiguait des soins selon les méthodes de son temps, certaines bienfaisantes, d'autres jugées aujourd'hui archaïques, voire barbares. Des thérapies par électrochoc se déroulaient dans des pièces ornées de cheminées en marbre sculpté. Les séances de thérapie de groupe prenaient place dans le solarium, là où jadis la flore exotique de Buddy déployait sa splendeur. La bâtisse, comme une éponge silencieuse, s'imprégnait de toutes ces existences, ces murs devenant les dépositaires muets de décennies de souffrances et d'espoirs humains. Lorsque l'hôpital ferma définitivement ses portes en 1997, plus que des édifices désertés, récits, murmures et légendes perdurèrent. Presque aussitôt, des bruits coururent, sons étranges émanant de la demeure abandonnée, lueurs clignotantes aux fenêtres pourtant aveugles, silhouettes errantes perçues la nuit tombée sur le domaine. Les tunnels, désormais scellés et interdits d'accès, suscitèrent une fascination morbide. Quel mystère recelait ces sombres couloirs où l'on avait jadis déplacé des patients, loin des regards indiscrets. Parmi ces histoires, l'une narrait l'apparition d'une ancienne infirmière, aperçue des années après la fermeture, arpentant la propriété. Charlie Payne, un défenseur local du patrimoine, la croisa un jour. Elle déambulait, répétant inlassablement qu'elle avait servi ici. Payne se souvint avoir remarqué ses mains alors qu'elle parlait. Elle portait des traces de sang, là où elle avait gratté et martyrisé sa peau. Il comprit alors que les événements vécus entre ces murs l'avaient marqué d'une empreinte indélébile, d'une blessure qui ne guérirait jamais. Progressivement, des graffitis défigurèrent l'intérieur des bâtiments abandonnés. Des intrus, attirés par la réputation grandissante de la demeure hantée, s'y introduisirent pour explorer, laissant leurs propres stigmates. Sur une fontaine intérieure de l'ancien solarium, une inscription particulière ne disait qu'un mot : Buddy. Farce d'adolescents du quartier ou phénomène obscur ? Nul ne pouvait l'affirmer. Mais ce détail ne fit qu'enrichir la mythologie qui, tel un lierre tenace, s'enroulait autour des murs décrépits de Briarcliff. En 1998, l'université Emory acquit la propriété auprès des autorités gouvernementales. L'établissement entretenait déjà des liens profonds avec la famille Candler. Asa Candler père, illustre mécène d'Emory, avait offert plusieurs millions de dollars et 75 acres pour l'implantation de l'université à Atlanta. Des décennies plus tard, la demeure du petit-fils retourna à l'université Emory, héritière de cette illustre lignée.
Toutefois, Emory était perplexe quant à la destinée de Briarcliff. La bâtisse, en décrépitude avancée, affichait une toiture fuyante, des murs irrémédiablement abîmés par des décennies d'infiltration, la moisissure s'étendant partout. Une restauration complète, estimée à des millions de dollars, qu'Emory, incertaine de sa vocation, hésitait à investir. Face à ce dilemme, l'université adopta un « abandon bienveillant », approche courante pour les monuments historiques en proie à des décisions inextricables. La structure fut maintenue, les vandales repoussés et une surveillance minimale assurée, dans l'attente d'une solution propice. Entre-temps, Briarcliff attira le monde du cinéma. Sa tour, ancien hôpital psychiatrique, moderniste aux lignes brutes et à l'atmosphère glaçante, capta l'œil des repéreurs de tournage. Ainsi, en 2016, Stranger Things, Netflix, y tourna plusieurs séquences, l'utilisant comme façade extérieure du Laboratoire national Dawkins, sinistre cœur des énigmes surnaturelles de la fiction. Rapidement, des admirateurs du monde entier se rendirent à Briarcliff, espérant apercevoir la structure vue sur leurs écrans. Pourtant, la plupart ne remarquaient jamais la demeure, dissimulée par des arbres luxuriants à une courte distance de la célèbre tour. Ils affluaient pour l'hôpital et son lien avec Stranger Things, ignorant que la véritable histoire résidait dans le manoir néo-géorgien en ruine, où jadis éléphants avaient erré et magiciens accomplis d'incroyables prouesses. Le triomphe de la série conféra une notoriété internationale au domaine, mais cette célébrité visait le mauvais bâtiment. La tour moderniste avait son intérêt, mais manquait de la poésie et de la tragédie de l'œuvre initiale de Buddy. Pendant ce temps, le manoir poursuivait sa lente décrépitude. La peinture s'écaillait des parois jadis drapées de soie. Des lustres jadis scintillants pendaient désormais sombres et poussiéreux. Les serres de Buddy, jadis pleines de spécimens exotiques, se dressaient, vitres brisées, armatures de fer rongées par la rouille et l'humidité implacable de la Géorgie. L'ancienne remise à calèche, où José Cruz avait résidé et ourdi la tragédie de 1931, se tenait toujours à l'arrière du logis principal, patiné par le temps, mais structurellement solide. Les défenseurs du patrimoine s'inquiétaient de plus en plus. Charlie Payne, dont la demeure faisait face à la propriété, initia une vaste entreprise de préservation de Briarcliff. Selon lui, cette demeure transcendait sa simple matérialité. Elle représentait un pan essentiel de l'histoire d'Atlanta, emblème des fastes démesurés de l'âge d'or. Bien que la résidence ait été inscrite au registre national des lieux historiques en 1988, cette distinction n'offrait qu'une protection partielle, sans subvention pour sa restauration. Sans investissement d'envergure, alertait Payne, Briarcliff était condamné à sombrer dans l'oubli définitif. En 2015, après une visite, Sarah Butler, écrivaine et exploratrice urbaine, fut irrésistiblement attirée par cette énigmatique demeure. Sa curiosité se transforma rapidement en une obsession. Elle entreprit des recherches approfondies sur Buddy Kendler, assemblant le récit d'un homme dont l'histoire avait été effacée. Elle mit au jour le drame longtemps occulté du meurtre de José Cruz et Gladys Fricks, une tragédie oubliée. Elle traqua les vestiges de l'ancien zoo, identifiant les fondations des enclos des éléphants. Pour perpétuer l'histoire de Briarcliff, elle créa un compte Instagram et un site internet dédié. Ces investigations aboutirent à la publication d'un livre intitulé « Fortune et folie », la vie étrange et merveilleuse du millionnaire le plus excentrique du Sud. Dans cet ouvrage, elle défendait l'idée que Buddy Kendler transcendait l'image de l'excentrique alcoolique. Il était un homme aux multiples facettes, brillant mais tourmenté, visionnaire mais téméraire. Son œuvre dépassait Briarcliff. L'aéroport, portant aujourd'hui le nom de sa famille, doit son existence aux terres qu'il avait développées.
Le zoo d'Atlanta accueille encore les descendants des animaux qu'il avait offerts. Ses hôtels se dressent toujours. Pourtant, son récit personnel s'était étrangement perdu, entremêlé à celui de son père ou éclipsé par ce dernier. Puis, en l'an 2022, un espoir se profila pour Briarcliff. L'université Emory annonça un accord. Elle avait négocié un bail amphithéotique avec Gallery Living, un promoteur immobilier de résidences seniors. Le projet était audacieux. Gallery Living s'engageait à édifier une communauté de luxe pour seniors sur le site de Briarcliff. Et en retour, à restaurer la demeure d'origine, lui redonnant tout son lustre. La demeure restaurée serait transformée en un espace événementiel, la rendant accessible au public pour la première fois depuis des dizaines d'années. Kelly Panther, vice-présidente chez Gallery Living, résuma l'intérêt de son entreprise. Nous avons été profondément charmés par la nature historique de cette propriété. Avec l'approbation de la commission d'urbanisme de DeKalb et des associations de quartier, les travaux de réhabilitation purent enfin commencer. Pour la première fois en près d'un siècle, des maîtres artisans œuvraient à sa renaissance, loin de l'abandon ou des lotissements. Toitures, cloisons ravagées par l'humidité, boiseries sculptées, cheminées de marbre et plafonds à caissons, chefs-d'œuvre d'ingéniosité, seraient restaurés pour retrouver leur éclat primitif. Le Diovis Hall, ancienne salle de musique et de prestige, retrouverait sa vocation mondaine, malgré la perte définitive de son majestueux orgue. Avant la passation des clés par Emory, une visite fut accordée à des journalistes et historiens. Sarah Butler, masque rose au visage, les guida dans les couloirs étroits et jonchés de débris. Un luxueux chandelier de laiton gisait au sol, décroché depuis des années. La moisissure recouvrait maintes surfaces. L'air, lourd de poussière et de décrépitude, était presque tangible. Malgré la dégradation, l'ossature du rêve de Buddy demeurait visible. Pierre ouvragée, arcade gracieuse, harmonie des proportions, témoin d'une ambition sans limite. Dans ces salles défigurées, les visiteurs imaginaient les fastes d'antan. Ils voyaient la salle de musique vibrer sous les notes de l'orgue à tuyaux. Ils se figuraient les éléphants déambulant à l'arrière, leur présence majestueuse annoncée par des noms souriants. Coca, Cola, 2 syllabes, évocatrices de saveurs exquises. Ils revoyaient José Cruz, magicien, dans le salon aux moulures dorées, ignorant qu'en quelques années, il ferait les titres pour une raison sinistre. L'histoire de Briarcliff est un conte sur le pouvoir de l'argent et ses limites. Asa Candler père montra comment l'argent créa un empire colossal d'une formule vendue pour $2300. Son fils, Buddy, érigea une résidence princière, l'emplit de merveilles et organisa des fêtes fastueuses qui éblouirent une génération. Pourtant, malgré leur fortune, aucun des 2 hommes n'atteignit le bonheur ni n'échappa à la tragédie. Hélène mourut jeune, le premier-né de Buddy ne survécut pas. José Cruz ôta la vie à une femme avant de se suicider sur la propriété. Le manoir, preuve de la valeur de Buddy, devint hôpital psychiatrique, puis vestige délabré, et enfin, curiosité pour explorateurs urbains et repéreurs de lieux de tournage. Pourtant, l'âme de Briarcliff perdure. Ses murs, défiant le temps, restent debout. Ces histoires se transmettent encore, murmurées de génération en génération. Qu'ils soient réels ou fruits de l'imaginaire, des esprits arpentent toujours le domaine dans l'esprit de ceux qui connaissent ces récits. Aujourd'hui, après des décennies d'abandon, la demeure renaît, offrant une seconde chance que son bâtisseur, Buddy, n'eut jamais. Là réside sans doute le véritable héritage de Briarcliff. Pas les fêtes ou les scandales, les éléphants ou le crime, mais le fait qu'un bâtiment perdure, défiant son créateur, accumulant sens et histoire, bien après l'oubli de sa vocation première. Buddy Candler voulait marquer les mémoires.
Il visait à prouver qu'il était plus que le fils troublé de son père, davantage que le cadet irresponsable de son frère. Il érigea un palais pour proclamer sa valeur au monde. Au final, ce palais leur survécut à tous, à sa mort, à des décennies d'asile et à des années de ruines et d'abandon. Il accueillera bientôt des aînés qui finiront leur jour, à l'ombre d'une demeure conçue par un homme dont les dernières années furent consacrées à planifier sa sépulture. Le cycle s'achève, mais l'histoire continue. Dans le salon de musique restauré, où jadis l'orgue grondait et les magiciens opéraient des prodiges, on jurerait entendre l'écho des rires des fêtes d'antan, quand le propre Gatsby d'Atlanta ouvrait ses portes, invitant le monde à ses rêves. Briarcliff, aujourd'hui, est un monument d'ambition et de démesure, de tragédie et de résilience. L'histoire y transmue étrangement nos grands élans en destins inattendus. L'homme qui l'a bâti est mort depuis plus de 70 ans. La femme de son premier amour repose dans un cimetière qu'il aida à dessiner. Le magicien, logeant au-dessus de son garage, gît en une tombe anonyme à Atlanta, son histoire presque perdue. Mais la demeure reste. Ses tours s'élèvent toujours au-dessus des arbres de Géorgie. Ses murs gardent leurs secrets. Et son avenir, pour la première fois en des décennies, semble radieux. Telle est la sombre épopée du domaine de Briarcliff, de l'héritier de Coca-Cola, Asa Candler. Un conte de fortune et de folie, d'éléphants et d'orgues, de meurtres et de magie, de déclin et de renaissance. Un rappel que nos maisons deviennent des monuments, non seulement à nos aspirations, mais à tout ce qui s'y déroule, bien après notre disparition. Ce château de contes de fées sur la colline a bravé près d'un siècle de tempêtes. Il a connu gloire et scandale, grandeur et ruine. Ce lieu a connu 1000 visages, une demeure chaleureuse, un établissement hospitalier, puis une maison prétendument hantée, et il connaît aujourd'hui une véritable renaissance. Pendant ce temps, Asa Candler Jr., le visionnaire qui a fait surgir ce domaine de ses rêves, repose dans son sépulcre minutieusement conçu au cimetière de Westview, peut-être enfin en paix. Son somptueux manoir de 40 acres s'apprête à entamer un nouveau chapitre. Les récits authentiques ne s'achèvent jamais réellement. Ils suspendent simplement leur cours en attente du prochain esprit audacieux qui y tissera sa propre contribution. L'histoire de Briarcliff s'est amorcée par la quête d'un fils inquiet, désireux d'honorer le nom de son père. Elle a traversé des décennies de profondes métamorphoses et d'un abandon regrettable. À présent, alors que des artisans ravivent sa splendeur passée, elle pénètre une ère inédite, dont Buddy lui-même n'aurait pu imaginer la teneur. Les pachydermes ont quitté les lieux. L'orgue imposant s'est tu. Les numéros de prestidigitation ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mais les murs, eux, sont toujours là, inébranlables, et en leur sein, les murmures des événements passés persistent, leurs échos vibrant encore dans l'air. Telle est la puissance intrinsèque de Briarcliff. Il garde précieusement ses légendes, ne les livrant qu'avec parcimonie à ceux dont la patience est assez grande pour les percevoir. Si votre chemin vous mène à Atlanta, empruntez la voie qui porte encore le nom du domaine. Levez les yeux vers la colline où ces tours néo-géorgiennes s'élèvent majestueusement au-dessus des arbres. Évoquez le souvenir du fils de pharmacien qui y bâtit un empire d'illusions. Rappelez-vous les pachydermes baptisés en l'honneur d'une boisson sucrée. Imprégnez-vous des récits de l'illusionniste et de l'homicide, des fêtes somptueuses et des âmes souffrantes, des décennies de faste et des lustres de déchéance. Considérez l'infinité de narrations qu'une seule et unique bâtisse peut recéler, et sachez que Briarcliff, après toutes ces années, demeure résolument là, en attente, prête à livrer ses arcanes à quiconque ose franchir son seuil et écouter les confidences des pierres. Voilà, en vérité,
l'héritage véritable d'Asa Candler Jr. Non pas l'ancienne piste de course devenue aéroport, ni les transactions foncières qui ont remodelé le visage d'Atlanta, mais bien ce manoir. Un rêve irréalisable, concrétisé dans la pierre, le bois et l'or fin, qui a défié le temps et a refusé de s'éteindre, même lorsque tous avaient oublié sa raison d'être originelle. Briarcliff perdure. C'est, sans doute, le plus grand des tours de magie.